Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, comme avec les résultats du sondage, bah, comme promis, je vous fais une petite vidéo pour parler de cette fin de saison. Alors, dans la vidéo, on va évoquer plusieurs choses. On va évoquer le calendrier. Déjà, ça va être la première chose. Le calendrier, enfin, en tout cas, une partie du calendrier, puisqu'en gros, on a une visibilité jusqu'à Roland-Garros. Après, on va parler un peu de Rafa, des infos que j'ai données. Je vais vous expliquer d'où je tiens ces informations. De la programmation, c'est-à-dire la programmation concernant Rafa, parce que là aussi, j'ai réussi à glaner deux, trois petites informations. Après, on va parler un peu de l'Adria Tour, et surtout de ce qui s'est passé sur la fin de cette compétition amicale. Et on va parler aussi un petit peu de la fin de saison, c'est-à-dire avec ce qui vient de se passer, est-ce que on se dirige pas vers un report de l'US Open? Est-ce que ça remet en question un certain nombre de choses? Euh, je me pose la question. Donc déjà, concernant le calendrier qui a été dévoilé, où en fait on apprend que Cincinnati, l'US Open, Madrid, Rome et Roland-Garros s'enchaînent sans la moindre semaine de repos. Et il y a même un tournoi avant, avant Cincinnati, je crois que c'est Washington, je ne l'ai plus en tête, j'ai pas le calendrier sous les yeux. Mais bref, on a en gros 7, 8 tournois quasiment qui se succèdent sans la moindre semaine de repos, avec un changement de surface, avec un changement de continent, donc 6, 7, 9 heures décalage horaire en fonction des villes, et le tout sans repos, alors qu'on a un tour qui s'est arrêté au moment de la reprise, ça fera quasiment 5-6 mois d'arrêt. Pour moi, je comprends. Il y a des enjeux économiques qui sont absolument colossaux, pour les tournois, pour les fédérations. Et donc, je comprends qu'il y a une nécessité de finir cette saison et de faire jouer un maximum de tournois. Maintenant, je pense que c'est suicidaire pour la santé des joueurs pour deux raisons assez évidentes. La première, c'est que n'importe quel joueur vous dira que lorsqu'il vient de faire une longue période d'arrêt, que ce soit pour une blessure ou autre, euh, que c'est très difficile de repartir et que c'est là où il faut prendre des précautions, c'est sur les reprises. Et là, en fait, on a une reprise qui va intervenir avec que des joueurs qui n'ont pas joué depuis 6 mois quasiment, même s'ils font des exhibitions sous des formats, on va y revenir sur la fin de vidéo, mais c'est pas de la vraie compétition. On le voit, l'intensité, elle est pas folle. C'est des matchs beaucoup plus courts parce qu'au meilleur des cas de jeu, donc ça n'a rien à voir. Donc déjà, à ce niveau-là, c'est très très compliqué. Je pense qu'on met en danger un certain nombre de joueurs. La deuxième chose, c'est comme je l'évoquais, on a un calendrier qui va se faire sur deux continents différents. Donc ce qui veut dire que vous allez finir l'US Open. Le gars qui va gagner l'US Open, déjà, physiquement, c'est quasiment impossible qu'il soit à Madrid. Parce qu'il va finir l'US Open en sachant que l'US Open est en retard, enfin New York est en retard sur l'Europe en termes d'horaire. C'est-à-dire que quand il finira son US Open, le vainqueur, même si le match dure que 2h30, généralement c'est un match qui commence à 23h, 23h30 heure française, il va finir à 2h du matin heure française. On sait que le lendemain, il y a des obligations via les sponsors, via les journalistes, où le vainqueur de l'US Open est obligé de rester le lundi euh, à New York pour prendre des photos. Et de toute façon, même s'il n'avait pas l'obligation de rester à New York le lundi, vous doutez bien qu'en finissant un match à 2 heures du matin, il n'y a pas de vol 3 heures du matin. Enfin, peut-être, il faudrait vérifier, peut-être que je me trompe, mais je pense pas qu'on puisse prendre un vol à 3 heures du matin pour rentrer à Madrid. Donc déjà, celui qui va aller, les deux finalistes de l'US Open, déjà, ils peuvent faire une croix sur Madrid. Ensuite, moi, il y a la chose que j'ai du mal à comprendre, et je vais développer un peu là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas inversé et pourquoi on n'a pas remis dans le bon ordre d'abord la saison sur terre battue et ensuite la saison sur dur. Pourquoi? Certains vont me dire oui, tu dis ça parce que ça arrange Rafa. Non, c'est juste qu'en fait, je trouve ça beaucoup plus logique. Je trouve ça beaucoup plus logique. Pourquoi? La première raison, c'est que le niveau de l'épidémie est beaucoup plus sous contrôle à l'heure actuelle en Europe qu'elle l'est aux États-Unis.
D'ailleurs, j'ai même vu des tweets hier qui parlaient du fait que les États-Unis allaient rentrer dans les semaines à venir, justement dans le pic épidémique. Alors, je ne sais pas à quel point il faut croire à cette information. Mais en tout cas, en Europe, c'est sous contrôle. La plupart des championnats européens de football ont repris. L'activité économique a repris dans tous les pays. On est sur un déconfinement quasiment total aujourd'hui de l'Europe. Donc c'était, à mon avis, à mon sens, beaucoup plus intelligent de reprendre en Europe et de donner du temps aux États-Unis. Parce qu'en reprenant en Europe, tu faisais Madrid, Rome, Roland-Garros, ça te fait déjà 4 semaines de compétition. Et après, tu partais aux États-Unis. Donc déjà, les États-Unis gagnaient un mois. Ce qui leur permettait peut-être de proposer un US Open euh, avec du public. Donc ça, j'ai pas compris pourquoi. Et la deuxième raison, c'est le climat. Euh, Tout le monde dit ouais, c'est cool, il va y avoir Roland Garros en septembre, fin septembre, début octobre. Ouais, il va y avoir des matchs à Roland Garros. Est-ce que le tournoi pourra vraiment aller à son terme? Enfin, en octobre, ça arrive très fréquemment où on est des semaines où il pleuve du début à la fin de la semaine. Alors vous allez me dire oui, mais maintenant il y a un toit. Oui, il y a un toit sur un cours. Sauf que pour faire un tournoi du Grand Chelem, simple homme, simple dame, il ne te faut pas un cours. Il faut que tu puisses jouer sur 4 5 cours. Et en plus, là encore une fois, on parle de santé des joueurs. Les joueurs qui vont commencer, qui vont ouvrir le tournoi, donc 11 heures du matin. 11 heures du matin, le 2 octobre, à Paris, franchement, généralement, il fait quoi? 5 6 degrés. Et on nous dit, oui, mais il y a l'éclairage. Ah, ok, il y a l'éclairage. Donc, ça veut dire qu'on va jouer à 22 heures 23 heures. En octobre, à 23 heures à Paris, il fait à peu près quelle température? Vous savez quoi? Je me suis renseigné, j'ai regardé sur Internet. Les températures, elles sont comprises entre 5 et 12 degrés. Jouer au tennis entre 5 et 12 degrés, alors que vous venez d'enchaîner l'US Open, Cincinnati, Madrid, Rome, je suis pas sûr que ça soit la très bonne nouvelle. Quoi qu'il en soit, c'est les décisions qui ont été prises. Comme je l'ai dit, je comprends qu'on est forcé pour la reprise. Il y a des enjeux économiques qui sont colossaux. Alors on va me dire oui, mais c'est que du sport. C'est peut-être que du sport, mais il y a des emplois. Il y a tout un tas de sponsors qui vivent grâce à ça. Il y a tout un tas de gens qui vivent de ces tournois, pour qui c'est un moment important de l'année. Donc c'est une partie de l'économie. Et moi, je trouve ça bien, en tout cas, qu'on ait essayé de reprendre. On verra si c'est vraiment le cas. Donc, pour ce qui est de Rafa, en fait, l'anecdote, elle est assez simple. Rafa a posté une vidéo via ses réseaux sociaux où, en gros, il est avec Gasol. Et en gros, ils font la promotion du tourisme en Espagne, ce qui est une bonne chose. L'Espagne est un pays dont l'économie dépend de manière assez forte de son tourisme et de la consommation des touristes. Donc il fait une vidéo, c'est normal, l'économie espagnole elle a souffert de ce coronavirus très fort. Donc ils ont besoin que l'économie reparte et ils ont besoin que les touristes reviennent. Donc ça c'est normal. Et donc en fait sous la vidéo j'étais un des premiers à répondre et je lui ai répondu entraîne-toi. Euh, et je regarde mon téléphone 10 15 minutes après et je vois que j'ai un message et je vois que le message vient de Nadal. Je me dis bon c'est bizarre. Et il me répond à mon entraîne-toi, il me répond à quoi? Donc il me répond en français en plus. Et je lui réponds en espagnol, je lui dis entraîne-toi pour gagner ton cinquième US Open et ton 13e Roland Garros. Et t'inquiète pas, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc après, j'ai réussi à glaner quelques infos via Rafa, donc le fait qu'il s'entraîne, déjà, le fait qu'il s'entraîne sur dur. Et après, il y a aussi une partie des infos que j'ai qui me vient d'un journaliste avec lequel je suis en contact assez fréquent, un journaliste mallorquin, et avec qui on échange régulièrement sur Twitter. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, par exemple, à Wimbledon, j'avais eu l'info comme quoi Rafa avait arrêté un de ses entraînements parce qu'il avait eu une douleur à la cuisse. Et je l'avais eu via ce journaliste et dès le lendemain, il n'y avait pas spécialement de problème. Il y avait eu 2 heures d'entraînement. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, ceux qui me suivent sur Twitter. Donc voilà. Donc j'ai eu ces infos-là, donc que Rafa s'entraîne sur un cours privé, que c'est pour ça qu'on n'a pas de photos ni de vidéos, parce que ben, les gens présents à son académie n'ont pas accès en fait. Il n'y a que lui, son entraîneur, peut-être Tony, ses neveux comme souvent. Mais en tout cas, il n'y a pas de public.
La deuxième chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui, l'intensité, il la monte progressivement. La raison, elle est assez simple. euh, c'est que, c'est que l'US Open, c'est dans 2 mois maintenant, je crois, quelque chose comme ça. Donc il y a le temps. Et la troisième info que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de décision qui est prise pour une raison assez simple. Euh, c'est que Rafa, et surtout dans le clan de Rafa, on trouve, parce que Nadal a repris l'entraînement depuis 3 semaines, on trouve que la période depuis la reprise, l'emmenant jusqu'à la fin de l'US Open, est très longue. Et c'est rare que Nadal passe une période aussi longue sur dur sans sortir de là avec des blessures, notamment sur ses genoux. Et donc, il y en a beaucoup, enfin, il y en a certains dans son entourage qui lui disent soit on coupe la préparation et on la reprend 6 semaines avant l'US Open, donc il faudrait voir à quelle date ça prend, ou soit carrément on zappe l'US Open et on part directement sur la terre battue. Moi, j'ai du mal à y croire. Il est tenant du titre à l'US Open. Il va y avoir un tournoi de préparation qui va être Cincinnati, qui va jouer à l'US Open, enfin, dans le même stade. Et j'ai du mal à me dire que Rafa va, entre guillemets, laisser Novak aller gagner un grand chelem sans au moins se présenter sur le grand chelem alors qu'il est tenant du titre. Donc on verra. Par contre, après, il va y avoir des choix à faire. Si Rafa est présent à l'US Open, il y a de fortes chances qu'il soit en deuxième semaine. Donc, s'il est en deuxième semaine, déjà pour moi, s'il est en deuxième semaine, que ce soit huitième, quart, demi-finale, titre, faut qu'il zappe Madrid, même si c'est l'Espagne, même si c'est un tournoi qu'il aime bien, même si les Espagnols l'attendent beaucoup. Euh, faut qu'il zappe ce tournoi, qu'il aille à Rome et qu'il enchaîne sur Roland. Voilà, la programmation, moi je la vois comme ça. Et après la programmation de fin de saison, sincèrement, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Je sais pas, les calendriers n'ont pas été dévoilés. Il y a une interview assez bizarre du président de la Fédération française de tennis qui nous dit qu'on va avoir des choses nouvelles à Bercy. Donc je ne sais pas de quoi il parle. Si c'est pour faire un fast four tennis à Bercy, franchement, faites ça avec votre next gen si vous voulez, mais enfin, moi ça m'intéresse pas. Donc on va venir un peu sur le sujet un peu épineux de cette fin de semaine. L'Adria Tour. Qu'on organise des tournois exhibition après une longue période d'absence, ça me choque pas du tout. Au contraire, je trouve ça bien. Quand j'ai vu que Djokovic faisait ça, je me suis dit, ah, bah, c'est plutôt une bonne idée. Sur terre battue, bon, je trouvais pas grand intérêt en sachant qu'on sait que ça va reprendre sur dur, mais bon, pourquoi pas. Et moi, j'ai été un des premiers. D'ailleurs, vous, ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai ressorti le tweet hier. Il y a plus d'une semaine, j'avais envoyé un message, enfin, j'avais écrit sur Twitter, et je m'étais adressé directement à Novak, j'allais dire à Joker, parce que son compte Twitter, c'est Joker Nolé, en lui disant que je le trouvais irresponsable. Et j'avais identifié plusieurs journalistes que je trouvais incroyable qu'on n'en parle pas. Bref, je vous avoue, j'ai absolument rien suivi de ce tournoi. Voilà, ça m'intéresse pas. Et hier, je vois que on me dit, je vois sur Twitter que la finale contre Roublev est annulée. Je me dis, ah, il doit y avoir un blessé, il y a quelque chose. Et là, je vois que Dimitrov, qui était présent là, sur ce tournoi, en fait, qu'on annule la finale parce que Dimitrov vient d'avouer, vient de déclarer qu'en fait, il est positif au coronavirus et que c'est pour ça qu'il avait abandonné la veille où il avait dit qu'il se sentait pas bien. Euh, Moi, ça me surprend pas. Quand vous faites un tournoi, qu'on est face à une pandémie mondiale, même si on sait qu'on a plutôt bien géré ça, qu'on vous dit que c'est quelque chose qui se transmet à- à partir du moment où vous êtes en contact avec les autres, où vous ne protégez pas votre bouche, où vous éternuez, etc. Et là, on a un tournoi qui se joue dans des stades pleins, pas de masque, les mecs se prennent dans les bras non-stop. Et déjà, avant le test positif de Dimitrov, ils avaient fait un match de basket. Il y avait un joueur de l'équipe de Serbie, je crois, qui avait déclaré lui aussi qu'il avait été contrôlé, enfin qu'il avait été son test positif pour le coronavirus. Donc évidemment, c'était à prévoir. Aujourd'hui, si les gouvernements tout autour du monde vous disent on reprend le sport, mais on le reprend à huis clos, c'est peut-être qu'il y a une raison, quoi. Et Novak faisait le malin il y a quelques jours. Vous inquiétez pas, on a respecté tout ce que le gouvernement nous a demandé. Mais il se fout de notre gueule, Novak. Vous avez absolument rien respecté.
On voit les vidéos, ils sont en boîte de nuit, ils se prennent dans les bras. Le public, il n'y a pas de masque. Euh, Ils se tapent dans les mains, ils se font des câlins. Bref, c'était une évidence qu'il y en allait un qui allait le choper, c'était sûr. Donc, grosse question. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Dimitrov, ok? Euh, Zverev, Koric, Rublev, Novak, tous ces joueurs-là, ils y étaient. Si on a 2, 3, 4 autres cas, on fait quoi? Est-ce qu'on joue l'US Open? Est-ce qu'on ne joue pas? Est-ce qu'on joue, mais on dit à ces mecs-là, maintenant vous êtes positif, donc vous ne pouvez pas le jouer? Enfin, je pense que la situation est très complexe. Et là où je suis assez, enfin, même pas énervé, j'allais dire énervé, mais même pas, je suis même pas surpris, c'est que Charlotte Gabas vient de relayer l'information comme quoi Novak refuse de se faire tester parce qu'il n'a pas de symptômes. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point cet homme est stupide? On nous dit quand même qu'on a un virus dont 80% des gens qui l'ont, donc 80% des gens qui l'ont sont asymptomatiques. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont le virus, mais qui n'ont pas les symptômes. Donc ça veut dire que lui, en gros, il dit, moi, j'ai pas de symptômes, donc je peux pas avoir le virus. Mais les spécialistes te disent, mais tu as 80% de chances de pas avoir de symptômes si tu as le virus. Et le gars dit, non, je veux pas me faire contrôler. Je veux pas qu'on me teste. Moi, je trouve que c'est un scandale. Ça, je trouve que c'est un scandale. Je trouve que l'ATP devrait obliger Novak à se faire tester s'il veut jouer l'US Open et devrait l'obliger à se faire tester par l'ATP et que les résultats soient rendus publics par l'ATP. Pourquoi je dis ça? Djoko, j'en avais parlé il y a quelques temps sur Twitter, j'avais dit Djoko, c'est typiquement le genre de mec, s'il se fait contrôler au coronavirus, il fera une vidéo pour dire j'ai été contrôlé mais je suis négatif, même s'il est positif. Et là, pour moi, ça emmène le dernier sujet de la vidéo, qui est est-ce qu'on va finir la saison? Parce qu'on se rend compte que on fait un tournoi amical, dès le premier tournoi, bon ok, ils n'ont rien respecté, mais dès le premier tournoi, on a un cas positif. Imaginons, on fait l'US Open et il se passe la même chose. On a un mec qui est positif. Nadal, Djokovic, enfin bref, qui vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit au gars, ben, tu peux pas finir le tournoi parce que tu es positif? On finit le tournoi en prenant le risque qu'il contamine d'autres personnes? On le fait jouer même avec un masque? Qu'est-ce qu'on fait? Donc pour moi, ce qui vient de se passer, ça remet un peu en cause la fin de saison. Ça remet un peu en cause la fin de saison. Et ça fait peut-être dire que finalement, ça va être plus compliqué que ce qu'on pensait. En France, là, il y a les clubs de foot qui ont repris. Et il y a plusieurs clubs, dont l'AS Saint-Etienne notamment, où ils ont 5 cas positifs de coronavirus. Donc ça veut dire que même si on avait repris la Ligue 1, qu'est-ce qu'on disait aux joueurs de Saint-Etienne? Donc ça pose de vraies questions. Donc moi je pense que ça reprendra, parce qu'il y a des enjeux économiques qui sont trop importants, comme je l'ai dit sur le début de la vidéo. Mais j'ai peur que ça soit un peu n'importe quoi, euh, surtout aux États-Unis. Parce que là, quand même, on a eu un cas positif à Zarda, alors que c'est une zone qui, en tout cas, déclare très peu de cas de coronavirus et très peu de morts. Les États-Unis, c'est un des pays où le virus a été le moins bien géré. Alors oui, il y a le Brésil, mais le Brésil, c'est un pays tellement pauvre que, évidemment, c'était sûr que ça allait être une catastrophe là-bas. Euh, donc, je me dis, qu'est-ce qui va se passer à l'US Open? Est-ce que l'US Open va avoir un grand intérêt? Ça va être à huis clos? Qu'est-ce que ça va rendre? Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'on aura plus d'infos dans les semaines à venir, semaines et mois à venir. Et puis, on verra bien ce qui se passe sur cette fin de saison. En plus, là, je vais finir là-dessus, ce que j'y pense. On avait eu quand même l'info que j'ai vue sur Twitter. Alors, il faudrait vérifier si c'est vrai, je ne sais pas. Mais que Zverev est diabétique. Je ne savais pas. Et si c'est vrai, du coup, ça le place dans les personnes à risque avec le coronavirus. Donc ça prouve aussi qu'il y a quand même des gens qui étaient concernés par ça. Zverev, moi je comprends pas. S'il est réellement diabétique, je comprends pas sa présence à Zarda. Voilà. Donc bref, tout ça pour dire qu'on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, les instances ont décidé de reprendre. Moi je pense qu'en Europe, on pourra reprendre sans trop de problèmes. Aux États-Unis, je suis un peu plus inquiet, voilà, pour tout vous dire.
Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée, une bonne nuit en fonction du moment où vous voyez la vidéo. Et puis je vous dis à très vite, peut-être qu'à la reprise, je reprendrai quelques vidéos. Allez, ciao les gars.